Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Je suis persuadé que depuis ma dernière vidéo, et connaissant votre goût prononcé pour ce qui fait peur, vous étiez impatient d'entendre les contenus de ces cassettes. J'ai mis du temps à essayer de numériser ces bandes, mais pour tout vous avouer, j'y suis parvenu avec un résultat plus que moyen. J'ai longtemps hésité à les poster telles quelles, mais la qualité moyenne aurait vraiment été gênante pour bien s'imprégner de ce qu'elles contiennent. J'ai donc pris la décision de les retranscrire, mot pour mot, avec le même ton employé et avec un enrobage vintage qui vous permettra de bien tout saisir ce qui y est dit. Je l'ai fait franchement de la manière la plus fidèle possible, pour rendre hommage à René et à son papa. Car ces audios sont ceux de son papa. Comme je vous l'ai dit précédemment, René possédait un enregistreur audio et aimait faire des interviews. Un jour, il a demandé à son père s'il avait vécu des phénomènes étranges inexpliqués, lui qui possédait des dons de médium. Ce dernier lui a ri au nez et lui a dit qu'il valait mieux que personne n'entende ces histoires auxquelles il avait été confronté. Il disait que la frontière entre le monde réel et le paranormal était très fine, que ce qui sépare le saint d'esprit du fou ne tenait finalement à rien. Il disait que personne n'était prêt à entendre pareil témoignage, mais c'était sans compter sur la ténacité de René qui finalement réussit à obtenir ce qu'il espérait tant. Son père lui a alors pris son enregistreur pendant plusieurs semaines, pour lui livrer toutes les histoires étranges auxquelles il avait été confronté. Résultat des courses, un beau carton de bande audio que je possède et que vous allez avoir finalement la primeur d'entendre. Ces témoignages vont vous surprendre, tant ils sont parfois incroyables, tout en étant dérangeants et effrayants. Mais je pense que je vous en ai assez dit. Il est temps à présent de vous laisser écouter la première. Bonne écoute. Bon, je crois que ça a l'air de marcher. Tiens, allons-y. Tout d'abord, je me dois de remercier mon fils René pour le prêt de cet outil moderne d'enregistrement qui va me permettre de laisser une trace audio de mes, disons, expériences effrayantes. Mais avant tout, il est de bon usage de se présenter. Je m'appelle donc Marcel Délier, et hormis le fait que je suis comptable de profession, je possède, disons, un don qui m'a été légué par ma grand-mère maternelle. Une certaine clairvoyance qui, accouplée à une sensibilité pour tout ce qui touche au surnaturel. Si j'insiste sur ce point, ce n'est bien sûr pas innocent, car c'est bien de cela qu'il sera question dans les enregistrements que je ferai avec cette prodigieuse machine. Je vais donc vous relater des vraies histoires auxquelles j'ai été confronté et qui ont ébranlé ma perception du réel, de la vie, de la mort et de tant de convictions. Ces histoires m'ont marqué, elles m'ont parfois ému, mais elles ont tout un point commun. Elles m'ont aussi fait peur. Comme je suis un homme galant, je commencerai par une femme, Marguerite. Oui, une femme que j'ai bien connue puisqu'elle était celle de mon ami de toujours, Jean. Ça s'est passé un dimanche de février 1974 dans mon village du Pas-de-Calais. Marguerite était une femme très discrète, un modèle de vertu. Croyante, elle se rendait à la messe tous les dimanches matins. C'était une bonne personne, aimante et toujours prête à rendre service. Pourtant, un dimanche après-midi de février, alors que le froid rongeait nos campagnes, Jean est arrivé chez moi avec un visage que je ne lui connaissais pas. Il semblait profondément inquiet, ce qu'il m'a confirmé d'ailleurs très vite. « Marcel, m'a-t-il dit d'une voix tremblante, Marguerite, ce matin, a eu un problème. Elle, si pieuse, a refusé d'entrer dans l'église pour la messe. Elle s'est raidie et s'est mise à perdre la tête. Elle a commencé à marcher à quatre pattes, comme un vulgaire animal. Elle bavait une sorte d'écume blanche, comme si elle avait la rage, et au bout de quelques secondes, elle s'est évanouie. J'ai tenté de le rassurer. Peut-être avait-elle fait une crise d'épilepsie, une forme de malaise inconnu au bataillon, lui expliquant que j'étais comptable et médium, pas médecin. Il m'a alors répondu que c'était bien au médium qu'il s'adressait. Il clamait haut et fort à qui voulait l'entendre que c'était diablerie, que Marguerite était possédée par le diable.
Tout ceci me laissait dubitatif, et je tentais tant bien que mal de le rassurer. Je lui ai alors dit que si cette dernière avait de nouvelles réactions étranges, je me déplacerais pour lui apporter mon aide. Jean, légèrement déçu, prit congé en m'affichant un regard inquiet. Ma curiosité piquée au vif, je me suis donc plongé dans des livres spécialisés afin de découvrir ce soudain rejet de l'Église. Je suis, vous vous en doutez, tombé sur quelques articles mentionnant des cas de possession. Des personnes qui, du jour au lendemain, changeaient radicalement leur façon d'être à cause d'un démon. Mais pour Marguerite, mon intuition m'indiquait qu'il s'agissait d'autre chose. Quelque chose d'inexplicable, mais qui n'était pas l'œuvre du malin. Très vite, la suite des événements m'a donné raison. Le lendemain, Jean est venu me demander de l'aide. Il semblait encore plus inquiet que la veille. Ce qu'il m'a dit d'ailleurs m'a vraiment surpris. « Marcel, Marguerite n'est plus du tout elle-même. Elle parle une langue étrangère. Elle a retiré toutes les croix de notre maison. Elle dit des obscénités, elle me traite de cul béni. Pardonne-moi l'expression, mon ami, mais elle veut que je la baise, que je la sodomise comme la dernière des catins. Je ne la reconnais plus. » Marguerite, femme de foi, ange parmi les anges, se comportant ainsi, ça n'avait vraiment pas de sens. Ce changement n'était pas sans me rappeler le film Phénomène, sorti l'année d'avant, L'Exorciste. Un détail près ici, c'est qu'il ne s'agissait pas d'une jeune fille, mais d'une femme de 35 ans. Comme je l'ai dit auparavant, je ne pouvais me résigner au cas de possession démoniaque. Il y avait un je ne sais quoi qui me dérangeait. Je décidai donc d'aller tirer ça au clair en rendant visite à notre chère Marguerite, au grand soulagement de Jean. Mon ami avait beau m'avoir préparé au pire, j'avoue que la vue de sa femme en rentrant chez eux m'a laissé complètement bouche bée. Marguerite était assise sur un tabouret. Ses cheveux étaient en bataille. Ses yeux me fixaient tout en me souriant d'un rictus malsain. Elle portait une robe légère, avec un décolleté qui laissait entrevoir la moitié de ses seins. Cette dernière d'ailleurs était remontée jusqu'au-dessus de ses genoux. On pouvait à peine deviner son entrejambe, tant elle jouait à écarter ces dernières. C'était troublant, je l'avoue. L'espace d'un court instant, c'est mon démon intérieur qui a pris le dessus d'ailleurs. Je la trouvais terriblement attirante. Mais tout ceci n'était qu'un leurre. Jamais de son vivant Marguerite n'aurait agi ainsi. Après m'être remis de cette vision, je m'installai en face d'elle et tentai de parler avec. Mais sa conversation semblait plutôt limitée. Entre les insultes, les provocations et des mots de cette langue étrangère qu'elle semblait si bien maîtriser du jour au lendemain. Cependant, c'est cette dernière qui m'a mis la puce à l'oreille. Si nous étions bien en présence d'une possession démoniaque, ce langage aurait été une ancienne langue, une langue morte, comme le latin, l'hébreu. Mais dans le cas de Marguerite, nous étions en présence de la langue espagnole, une langue vivante courante. Bien sûr, je ne comprenais pas grand-chose à ce qu'elle chuchotait, mais il y a un mot qui revenait très souvent, venganza, enfin pardonnez-moi l'accent, mais qui voulait dire vengeance. Ce mot n'était pas anodin puisqu'il revenait souvent. Il me fallait comprendre pourquoi le mot vengeance en espagnol revenait souvent de sa bouche. Je demandai donc à Jean s'il connaissait un espagnol qui leur voudrait du mal. De ses yeux écarquillés, je voyais bien qu'il ne comprenait pas le but de ma question. Écoute Jean, je sais que tout ceci peut te paraître très étrange, mais venganza veut dire vengeance en espagnol. C'est comme si c'était un message subliminal que voudrait nous faire comprendre celui qui a pris possession du corps de Marguerite. Le pauvre semblait encore plus perdu à la suite de ce que je venais de lui dire. Écoute, dans certaines coutumes, dans certaines croyances, voire dans certains manuels de sorcellerie, on parle de sorts permettant à un être humain de prendre possession du corps d'un autre, et ainsi de lui faire agir à l'inverse de ce qu'elle peut être, voire même de lui faire parler une autre langue. Tu commences à comprendre, Jean ? Essaye de te souvenir si Marguerite s'était fâchée avec quelqu'un avec un air méditerranéen. Après quelques minutes de réflexion, il s'est enfin souvenu de l'altercation que sa femme avait eue un matin avec un homme brun, typé, qui voulait assister à la messe. Marguerite l'avait rejeté, l'empêchant d'entrer,
prétextant qu'il n'était absolument pas digne de pénétrer dans une église avec ses habits sales et son allure négligée. Le ton était très vite monté, au point que plusieurs hommes avaient dû intervenir. Mais avant de chasser l'homme, ce dernier s'était jeté sur Marguerite et lui avait même arraché une poignée de ses cheveux. Ça ne faisait plus l'ombre d'un doute. Il fallait absolument retrouver cet homme et lui demander de stopper son maléfice. Jean essayait tant bien que mal de se souvenir d'un détail pour savoir où le retrouver. Mais c'était un homme qui n'était pas du coup de la région. Mais à force de réfléchir, nous nous sommes souvenus tous les deux qu'il y avait un cirque ambulant qui faisait la tournée des villages voisins. Peut-être était-il issu de ce dernier. Il m'a bien fallu 2 heures pour retrouver ce cirque, et encore un bon quart d'heure pour retrouver la caravane de José. Sans sommation, je suis rentré de force. Je l'ai trouvé assis, les yeux retournés, dans une forme de transe. Il serrait dans sa main les cheveux de Marguerite. C'était si malsain. Il fallait que je l'arrête à tout prix. Je l'ai donc secoué au plus fort de mes forces, jusqu'à ce qu'il revienne à lui. Je crois lui avoir hurlé dessus, lui sommé de laisser tranquille Marguerite. Il m'a alors regardé, m'a souri et m'a juste dit « C'est trop tard. Elle m'avait humilié. Ces choses-là ne se font pas, monsieur. Tant pis pour elle. » Quand je suis retourné chez Jean, il était assis sur les marches de son perron, la tête entre ses mains. Il pleurait à sanglots. Je n'ai pas vraiment eu besoin de plus de temps pour comprendre. Le corps sans vie de Marguerite, balancé au bout d'une corde accrochée à la branche de l'arbre de son jardin, effectuant ainsi une dernière danse macabre. Cet homme dont l'honneur avait été bafoué par Marguerite avait donc un amour propre si énorme qu'il en a été jusqu'à tuer à distance la femme de Jean via le pire des sorts de magie noire. Et juste tout ça pour laver son honneur. Je me dois de vous raconter la suite. Jean m'a supplié de me dire où il se trouvait. Il voulait à son tour appliquer la loi du talion. Malgré mon refus, il a fini par le retrouver. Et la police a eu du mal à l'identifier tant mon ami lui avait broyé le crâne. Mais en ce matin de mai 1974, la police a ramassé 2 cadavres. Cet Espagnol inconnu, répondant au prénom de José, et Jean, parti rejoindre Marguerite, sous la branche de son arbre. Ces drames m'ont, vous vous en doutez, marqué à vie. D'abord de par la tristesse que j'ai ressentie à perdre mes amis, mais aussi par la peur que cette histoire m'inspire. Je n'oublierai jamais Marguerite, dans ce salon, manipulée telle une vulgaire marionnette, jouant les femmes de petite vertu. C'était si étrange et glauque. Et je ne peux m'empêcher de faire le rapprochement avec de vrais faits divers. Combien de tueurs ont clamé leur innocence, se défendant d'avoir commis eux-mêmes un crime? Combien d'entre eux parlent d'une petite voix dans leur tête, leur ordonnant de tuer? Tout ceci fait froid dans le dos, n'est-ce pas? Bon, je crois que je me suis montré un peu bavard pour mon premier témoignage. Mais j'ai tant à raconter. Une question me taraude d'ailleurs l'esprit. Vais-je avoir assez de cassettes? L'enregistrement s'arrête ainsi, nous laissant quelque peu surpris par ce témoignage, issu d'une autre époque, pas si lointaine d'ailleurs, puisque votre humble serviteur que je suis avait au moment des faits 4 ans. Ça fait peur, j'avoue. Mais j'ai le sentiment que tout ce qui est raconté est vrai. Libre à vous d'y croire ou non. Je vous laisse à vos pensées, et puis je vous laisse, du coup, jusqu'à la prochaine, la 2e cassette, que je vous ferai découvrir prochainement. Je vous dis à très bientôt sur Creepy Story, la chaîne où vos peurs et vos émotions prennent vie, et pour de vrai cette fois-ci.